Madame, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 12-13 en Rhône-Alpes. Alors que la traque se poursuit pour capturer les deux terroristes présumés retranchés actuellement dans un village en Seine-et-Marne, une partie de cette édition sera consacrée à l'hommage aux victimes en Rhône-Alpes de l'attentat contre Charlie Hebdo mercredi matin. De nombreux rassemblements et témoignages dans ce journal. Nous irons aussi dans un lycée d'Aubenas pour voir comment les élèves et professeurs parlent de cet événement tragique. Et puis une étude américaine publiée la semaine dernière dans la revue Science annonce que 2/3 des cancers seraient dus au hasard. Une étude que de nombreux scientifiques dénoncent comme partielle pour le moins. Pour décoder tout cela, nous recevrons le docteur Isabelle Romieux. Elle est médecin épidémiologiste et expert au Centre international de recherche sur le cancer basé à Lyon. Enfin, Sandrine Bonner, presque seule en scène pendant 1 heure. La comédienne joue et danse dans un spectacle actuellement en création à la Comédie de Valence. Nous verrons cela en fin de journal. L'actualité de ce vendredi est encore, on le comprend, très marquée par l'attentat contre le journal Charlie Hebdo qui a fait 12 morts et de nombreux blessés. Une nouvelle fois hier, de nombreux rassemblements ont eu lieu. Nous avons choisi de vous montrer celui-ci très important à Saint-Étienne. Près de 10 000 personnes se sont rassemblées hier soir, place Jean Massé. Et puis un hommage aux policiers tués lors de cet attentat s'est déroulé hier en fin d'après-midi. C'était à l'hôtel de police de Fort-Montluc, du fort de Montluc, pardon. Des policiers autour du procureur de la République de Lyon et du préfet de région Jean-François Carinco. Et puis rassemblement d'un tout autre genre. Cette fois, hier soir, les identitaires s'étaient donné rendez-vous à 20h, place des Jacobins à Lyon. Plus de 200 personnes ont fustigé l'islamisation de la France et de l'Europe à l'aide de banderoles et de slogans. Un important dispositif policier avait par ailleurs été déployé pour éviter tout affrontement avec des militants d'extrême gauche. Ce vendredi est un jour de prière pour les musulmans. Des musulmans, on l'a dit, très touchés également par cet attentat. Et en direct devant la grande mosquée de Lyon, on va retrouver Sandra Méallier. Bonjour Sandra. On imagine que l'ambiance est un petit peu tendue sur place. Alors effectivement, ça n'est pas un vendredi comme les autres ici à la Grande Mosquée de Lyon, puisqu'on le voit dès qu'on arrive, des agents de sécurité ont été postés aux différents accès du lieu de culte et puis des rubans délimitent les zones auxquelles le public aura accès. En temps normal, le vendredi, jour de grande prière, il y a 2500 à 3000 fidèles qui viennent ici écouter le prêche. On peut supposer qu'aujourd'hui, ils seront un peu plus nombreux. Alors les responsables du Conseil régional du culte musulman et le recteur de la Grande Mosquée ont fait des recommandations bien particulières aux imams des 236 mosquées de la région Rhône-Alpes, leur demandant de lancer avant tout un appel à la sérénité. Ici, l'imam prépare soigneusement depuis hier son intervention. Il rappellera que le prophète lui-même, lorsqu'il a été insulté ou menacé, a choisi de ne pas se venger. Et il tentera également de rassurer des fidèles chez qui la peur monte, en leur rappelant que la protection de la République vaut pour tous. Merci beaucoup Sandra pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct devant la Grande Mosquée de Lyon. Un reportage bien sûr complet sera diffusé ce soir dans le 19-20. Dans les écoles, collèges et lycées depuis hier, les enseignants usent de beaucoup de pédagogie pour tenter d'expliquer l'inexplicable. L'occasion aussi de relancer des débats de société. Exemple au lycée Marcel Gimond en Ardèche, Bérangère Bourgeot, Nicolas Ferraud. Réunis en conseil de vie lycéenne, élèves et encadrants réfléchissent à l'après-attentat. La question se pose de savoir dans quelle mesure vous envisagez la poursuite des actions. Les idées fusent avec le même objectif, informer et faire réagir l'ensemble du lycée. On avait pensé imprimer des affiches de une dans de grands journaux français et peut-être internationaux, en essayant de les marquer au rouge avec censure et justement dire que on ne pouvait pas censurer les journaux. On a aussi imaginé demander des dessins justement à certains lycéens, s'ils avaient envie de dessiner. Prendre des images ni choquantes ni provocantes, mais qui peuvent être touchantes aussi, pour avoir un certain nombre d'affiches dans le lycée, pour ne pas pouvoir passer à côté sans les voir. Passer l'émotion, passer le recueillement et les manifestations spontanées, cet événement révèle dans le cœur des élèves l'envie ou le besoin de défendre certaines valeurs. Quand il faut aller dans la rue, quand il faut se manifester, quand on doit crier, quand on doit se lever, faudra le faire. Il ne faudra pas forcément non plus attendre un massacre, parce que c'était un massacre s'il y a eu, pour bouger.
Il faudra peut-être y aller avant, travailler en amont. Et du point de vue de l'enseignement, cet événement tragique peut néanmoins avoir une vertu pédagogique. Les établissements scolaires publics et privés, sans doute, vont travailler à ces notions-là. Comment on travaille le vivre ensemble et comment on fait en sorte que dans la tête de nos élèves, ces idées-là, les idées qui consistent à dire « je peux tuer si je ne suis pas d'accord », n'existent pas. Via les réseaux sociaux et les pages Facebook, les élèves se préparent à la grande manifestation de cette fin de semaine. Cette attaque contre Charlie Hebdo a également été douloureusement vécue par la grande famille des caricaturistes et dessinateurs de presse. Cabu, Wolinski, mais aussi Charb étaient pour eux plus que des pères, de véritables icônes. Ils se sentent aujourd'hui un peu orphelins, à l'image de ces deux dessinateurs ligériens, Laurent Deloire et David Mohamed. Anthony Laurent et François Couder les ont rencontrés. Laurent Deloire n'a pas la tête à travailler. Le caricaturiste ligérien doit assurer la promotion de son dernier livre auprès des libraires, mais le cœur n'y est pas. Le dessinateur se sent comme sonné, abasourdi par ce massacre, un acte tout simplement inimaginable ici, en France. J'ai jamais eu de caricaturisme même dans les pires époques, comme à l'époque Daumier a été emprisonné, Daumier a été... beaucoup de caricaturistes ont eu des problèmes avec la justice, mais de mémoire, je ne me souviens pas que des caricaturistes aient été tués. Et pourtant, on est en 2015, quoi. Il y aura certainement d'autres dessinateurs talentueux qui arriveront avec leurs idées, leurs traits. Mais ça, c'est fini. On ne pourra plus sourire avec leurs dessins. Ces dessinateurs, il les admirait, il les côtoyait parfois, à l'instar de T-News. Ils étaient des icônes, mais aussi des frères d'armes. Quand j'ai appris ça, j'ai compris que je faisais partie d'une famille et que je me sentais vraiment touché affectivement par ce qui s'était passé. J'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de mes idoles de jeunesse d'un seul coup. Et puis choqué, quoi, en fait. David Mohamed fait aussi partie de la famille. Il a travaillé pour Rue 89 et Lyon Capitale. Et la peur du dessin, il dit déjà la connaître. Ça fait quelques années qu'il y a des sujets que je traite pas. Celui-là, notamment. Et ça, c'est le danger. Hein. On va tous réfléchir à deux fois avant de faire certains dessins. Ouais. La peur, l'autocensure, ces poisons que les assassins de Charlie ont justement voulu nous instiller. Ambiance très spéciale aussi à l'école Émile Coll qui forme depuis 30 ans les dessinateurs et où une partie des élèves avait un cours de caricature prévu avec le célèbre caricaturiste Jean Lunatier cette semaine. Un article vous attend sur notre site internet. La caricature et l'humour, c'est aussi le domaine d'un Lyonnais très connu, Laurent Gérard. Il était très ami avec Cabu. Il a confié sa peine à Paul Satis et Jean Riguet. L'humoriste qui caricature avec sa voix fait parfois lui aussi l'objet de menaces. Écoutez son témoignage. Je me souviens même de lettres que je recevais très très méchantes, notamment de catholiques, parce qu'il y a aussi de chaque côté, il y a des gens que ça froisse quand on brancarde la religion. Et il y avait des gens qui disaient « Regardez ce qui est arrivé à Coluche, regardez ce qui est arrivé à des proches, bientôt ça sera vous ». Bon, alors on ne prend pas ça comme ça. Au début, on se dit « Oui, c'est des fous ». Mais il y en a qui passent à l'acte, malheureusement. Véronique, la femme de Cabu que j'ai eue, elle m'a dit « Continuez, allez-y, demain matin, faites le pape ». Il adorait quand vous faisiez le pape, quand vous faisiez certaines caricatures. Donc en pensant on va faire attention à certaines choses. Ça aura un parfum un petit peu bizarre. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les suites de cet attentat. Je vous rappelle que la traque des terroristes présumés se poursuit. Ils sont actuellement retranchés dans un village de Seine-et-Marne, encerclés par de nombreuses forces de police et de gendarmerie. L'édition nationale y reviendra dans quelques minutes. On va passer à présent au reste de l'actualité en Rhône-Alpes, car la vie continue et puis la vie doit continuer. Et on va commencer par cette information, la levée du pic de pollution aux particules fines qui sévit sur notre région depuis plus d'une semaine. Le niveau d'alerte information devrait être levé dans la journée dans le bassin lyonnais et la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. On passe à notre rubrique santé qui va s'intéresser à une étude américaine qui tente de démontrer que le cancer serait plus une histoire de malchance que de génétique ou d'environnement. Pour en parler avec nous sur ce plateau, nous recevons le docteur Isabelle Romieux. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste et également expert au CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Alors la communauté scientifique semble être très énervée contre cette étude qui dit, pour être un peu trivial, que les 2/3 des cancers, c'est plutôt de la faute à pas de chance. C'est effectivement trivial et peut-être un peu abrupt comme présentation.
Oui, effectivement, nous sommes en désaccord en fait avec la conclusion de cette étude qui prône la malchance comme le facteur principal de cancer et pour différentes raisons, des raisons méthodologiques, des raisons qui sont reliées au fait que ça sous-estime totalement les facteurs environnementaux, de style de vie ou infectieux. Effectivement, ils les écartent. Ils disent les 2/3, c'est parce que globalement, on fabrique des cancers, si j'ai bien compris. On fabrique des cancers tous les jours, notre corps les repère et les détruit, mais parfois ils se déclenchent et que globalement, les 2/3, c'est ça. Vous n'êtes pas d'accord parce qu'en plus, ils n'ont pas pris tous les cancers dans leur globalité. Exactement. Au niveau méthodologique, il y a certaines limitations. La plupart des cancers qui sont inclus dans ces études, ce sont des cancers qui sont rares, qui sont principalement chez les enfants ou des gens jeunes. Et les cancers les plus communs, comme le cancer du sein ou le cancer de la prostate, ne sont pas inclus dans leur analyse. Alors que ce sont les cancers les plus courants. Donc, exactement. Pour vous, la méthodologie n'est pas bonne parce qu'elle biaise les résultats par le fait qu'on ne prend pas les cancers les plus communs, on va dire. Exactement. On ne peut pas vraiment généraliser le résultat de leur étude. Et une étude que vous trouvez donc trop partielle pour qu'on la généralise, et quelque part une étude que vous trouvez dangereuse dans ces résultats annoncés comme ça publiquement, dans le sens où elle gomme, vous le dites, les facteurs environnementaux, et donc du coup on peut boire, on peut fumer, peu importe, on aura un cancer comme tout le monde. Exactement. Je pense que le problème majeur de ces études, c'est le message que ça transmet au public. En fait, disant que finalement, on ne peut pas faire grand-chose contre le cancer, vu que c'est la chance, alors qu'il y a énormément de données scientifiques qui supportent le fait qu'on peut éviter et prévenir le cancer. Donc, on peut baisser ces risques de cancer avec une bonne hygiène de vie, on le rappelle ? Exactement, avec une bonne hygiène de vie, en évitant le tabac, l'alcool, en ayant une alimentation saine, en évitant de prendre trop de poids, avoir une activité physique. Et d'ailleurs, au cirque, nous avons développé un code européen contre le cancer et qui donne 12 recommandations que chaque individu pourrait adopter pour diminuer le risque de cancer. Donc globalement, pour en terminer avec cette étude, elle n'est pas crédible scientifiquement pour vous? Je pense qu'il y a beaucoup de limitations dans cette étude, mais comme je vous répétais, c'est surtout le message qui est transmis, qui est erroné, car il y a énormément de données scientifiques dans les 50 dernières années qui ont prouvé que la prévention avait un effet important sur le développement du cancer. Merci beaucoup, Dr Isabelle Romieux, d'être intervenue sur notre plateau et pour nous décoder un petit peu cette étude. Je rappelle que vous êtes experte au CIRC, au Centre international de recherche sur le cancer qui se trouve sur Lyon. Merci. On passe à toute autre chose et on va passer aux soldes d'hiver. Et c'est parti pour 6 semaines jusqu'au 17 février. Des soldes de moins en moins attractifs avec la multiplication des ventes privées et promotions tout au long de l'année sur Internet. Oubliez l'image des grands rushs dans les magasins. Ce matin à Bourg-en-Bresse, c'était presque un jour normal. Le prix, ça va, ouais. 35 €, ça va. C'est juste elle un peu grande en fait. Ce jeune homme a bien fait de venir essayer. En ce début des soldes, ils ne sont plus si nombreux, comme lui, à se ruer dans les boutiques. La faute à ces cartes VIP qui permettent à leurs détenteurs d'accéder au cercle passif privé des ventes privées. Des ventes pour consommateurs privilégiés où les prix cassés ne se limitent pas à quelques semaines dans l'année. Dans notre magasin de bébés, il y a moins 50% toute l'année. On en profite toute l'année. On ne fait pas spécialement nos achats pendant les soldes. Avec la carte, on a à peu près les mêmes réductions. Donc ça revient au même. Donc on fait les soldes avant les soldes ? Oui, voilà, c'est ça. Il y a moins de monde. Des soldes banalisés. Sur Internet, en tout cas, plus besoin d'attendre pour faire des affaires. Dans les 2 semaines à venir, cette commerçante réalisera tout de même 20% de son chiffre d'affaires saisonnier. Mais pour les grosses affluences, il faudra repasser. Les gens viennent avant repérer. Et comme déjà la semaine dernière, ils avaient des prix, donc c'est plus l'influence qu'il y avait les autres années. Il n'y a pas beaucoup de monde en boutique ? Beaucoup moins. Restent quand même quelques irréductibles céréales chopeuses. En magasin, disons qu'on touche, on voit ce qu'on achète, il n'y a pas de surprise. Donc c'est ça le plus important que sur Internet ou sur d'autres principes. Effectivement, quelquefois il y a des surprises, les tailles ne correspondent pas. Il n'empêche, d'ici au 17 février, 25 millions de Français sont attendus devant leur ordinateur. Selon un sondage IFOP, 40% des consommateurs considèrent Internet comme le lieu idéal pour faire des affaires.
Spectacle, Le Miroir de Jade, c'est la nouvelle création de la Comédie de Valence avec Sandrine Bonner. Pour la première fois de sa carrière, elle accomplit un rêve de jeunesse, danser, un rôle difficile de personnage muet qu'elle a conçu avec une amie d'enfance chorégraphe, accompagnée en direct par des musiciens. Sylvia Adam, Hugo Chaplin. Jade s'éveille du coma. Elle est emmurée dans son corps, prostrée dans son chaos intérieur. Le Miroir de Jade est l'histoire d'une renaissance et une nouvelle aventure pour Sandrine Bonner, un rêve de danse, depuis toujours. Le travail de répétition consiste à trouver le juste souffle et l'énergie avec la complicité de son ami chorégraphe Raja Shamarka. En tout cas, on enlève. Mais je pense qu'il faut que je prenne plus l'espace et tout ça, qu'il y ait plus de... C'est très intimidant en fait, parce que c'est quand même une mise à nu. De danser, ou enfin en tout cas de la gestuelle, c'est une vraie mise à nu, je trouve. C'est intimidant, c'est comme de chanter. 3 semaines de répétition pour apprendre à lâcher prise, se laisser guider par le seul langage du corps et ses émotions. On va plus à l'essentiel avec le corps. Je pense qu'on dit plus de choses et avec moins de... Oui, c'est plus direct. On n'est pas encrassé par des diversions, par le goût du verbe ou par... comment... Et il n'y a pas de déni, quoi. Il n'y a pas de... C'est franc, quoi. C'est direct. Pas à pas, la vie s'empare des personnages et la musique mène la danse. Dans cet exercice délicat à la limite du déséquilibre, Sandrine Bonner est une fois encore entière, authentique et incroyablement généreuse. Et on va terminer ce journal en dessin. À notre demande, les caricaturistes rhône-alpins ont accepté de faire des dessins en hommage à Charlie Hebdo. Regardez. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre fidélité toute cette semaine. Prochain rendez-vous avec l'actualité en Rhône-Alpes le 19-20. Vous y retrouverez